messieurs, bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité. Je suis Fanny Wegscheider. À la une de l'actualité de ce vendredi 14 avril 2017. La justice a statué dans le procès ivoirien dit des disparus du Novotel. Les principaux responsables ont écopé de peines allant de 6 à 20 ans de prison. Au Nigeria, cela fait 3 ans que les islamistes de Boko Haram ont enlevé 276 filles à Chibok. Le président Buhari continue de négocier pour libérer les 197 captives restantes. Et enfin, l'Organisation internationale pour les migrations dénonce les passeurs libyens qui vendent des Africains prétendant à l'exil sur les marchés aux esclaves. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, le procès de l'affaire dite des disparus du Novotel vient de livrer son verdict. 6 ans après l'enlèvement et le meurtre de 4 personnes à l'hôtel Novotel d'Abidjan, en pleine crise post-électorale, les principaux accusés ont écopé de peines allant de 6 à 20 ans de prison. Jeudi, en fin de soirée, la cour d'assises de Yopougon s'est prononcée sur le sort des 10 hommes poursuivis. Le commissaire Ossé Loguey a été condamné à 20 ans de prison. Il est désigné comme celui qui a achevé à la mitraillette le Français Yves Lamblin, la seule victime dont le corps a été retrouvé dans les jardins de la présidence. L'ancien chef de la garde républicaine, le général Bruno Dogbo Blé, a lui écopé de 18 ans d'emprisonnement. C'est lui qui avait la charge de la surveillance de ce palais présidentiel. 18 ans de prison ont également été donnés au colonel Jean Abi et Léopold Okou-Modi, 2 des subordonnés du général Dogbo Blé de l'époque. 2 autres membres du commando ont respectivement écopé de peines de 10 ans et 6 ans de prison. Les 4 derniers accusés ont, eux, été acquittés. Après 2 mois d'audience, les peines attribuées sont finalement moins sévères que le réquisitoire du procureur qui demandait la prison à vie. Elles restent quand même plus lourdes que ce que demandait la défense des accusés, l'acquittement. Dès la fin du procès, la défense a indiqué qu'elle comptait se pourvoir en cassation. Mais du côté des victimes, même si les peines prononcées hier sont lourdes, le procès n'a jamais permis d'obtenir des accusés des réponses claires à leurs questions principales. Pourquoi cette expédition mortelle et où sont les cadavres de 3 des 4 victimes ? Pour les victimes, ce verdict équivaut à une pierre tombale. Ils ne savent pas où est le corps, ils ne pourront pas se recueillir sur un endroit symbolique, mais ils auront ce verdict qui leur permettra maintenant de pouvoir complètement achever ce travail de deuil et de regarder devant. Véritablement, je n'arrive pas à digérer cette condamnation. Si Dogbo Blé n'a pas tué, s'il n'a pas enlevé, on le condamne à 18 ans, pourquoi ? On a eu un échec de la procédure d'instruction et même de la cour d'assises parce qu'au jour d'aujourd'hui, après le délibéré, nous ne savons toujours pas qui les a tués et comment ils ont été tués. Pour moi, c'est un échec. Au Sénégal, les prières de la communauté musulmane étaient tournées ce vendredi vers les victimes de l'incendie de Médina Gounass. Le drame a eu lieu mercredi lors de la 76e édition du pèlerinage annuel de la Daqa, un événement religieux qui a réuni cette année une centaine de membres de la confrérie des Tidianes. Le président Macky Sall s'est rendu ce vendredi sur place. Le bilan officiel faisait état jeudi de 22 morts et 87 blessés. Ce vendredi, le site seneweb.com recensait 29 morts et Radio France Internationale 23. La directrice de l'hôpital de Tambacounda, le docteur Thérèse Aïda Ndiaye, ajoute qu'une trentaine de blessés graves ont été accueillis dans sa structure. La cause de l'incendie n'est toujours pas très officiellement identifiée, mais le quotidien sénégalais Walf évoque une bonbonne de gaz. Des témoins ajoutent que le réchaud était utilisé pour faire du thé. L'incendie se serait rapidement propagé, favorisé par des vents forts, une herbe sèche à cette époque de l'année et surtout par la proximité d'abris en bois avec des toits de paille. Nouvelle tuerie dans la ville nigériane de Maïdougouri. Un assaut de membres du groupe djihadiste Boko Haram a été lancé mercredi soir près d'un camp de déplacés de la ville de Dalori, dans la périphérie de Maïdougouri, et ce près d'un poste de contrôle. 2 kamikazes ont déclenché leurs explosifs pendant que d'autres combattants ont ouvert le feu sur le poste de contrôle. Après avoir récupéré les armes dans l'attaque, les rebelles ont ensuite pu être repoussés par des soldats arrivés en renfort. Le bilan de l'attaque fait état d'au moins 1 mort. Nous avons une personne qui a perdu la vie. Nous avons 2 blessés qui reçoivent déjà des soins.
Il y a tout juste 3 ans, le 14 avril 2014, 276 étudiantes ont été enlevées d'une école à Chibok, dans le nord du Nigeria. 197 d'entre elles sont toujours captives à ce jour, des combattants de Boko Haram qui les ont enlevées. Le président Muhammadu Buhari a déclaré que le gouvernement négocie encore avec le groupe islamiste pour obtenir la libération en toute sécurité des jeunes filles restantes. M. Buhari indique par exemple dans son communiqué avoir approché les ravisseurs, je cite, par le biais d'intermédiaires locaux et internationaux. Un groupe de 21 filles avait ainsi pu être libéré l'an dernier. Le chef de l'État a également déclaré que la capacité d'action de Boko Haram est aujourd'hui épuisée grâce aux efforts de l'armée nigériane. Malgré les déclarations du président à l'occasion de ce triste anniversaire, de nombreux Nigérians estiment que l'événement est depuis tombé dans les oubliettes, la population étant aujourd'hui plus préoccupée par la crise économique qui l'affecte au quotidien. Pour maintenir le drame de Chibok dans les esprits, des membres du collectif Bring Back Our Girls se sont dirigés vers le quartier d'Alaoussa, le siège de l'État de Lagos, afin d'y rencontrer le gouverneur Akinwumi Ambode. Restons en Afrique de l'Ouest où la cartographie du territoire du Bénin est désormais numérique. Mardi, les partenaires techniques du gouvernement, que sont le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne, ont remis au ministre du Cadre de vie et du Développement durable les premiers livrables, près de 16 000 photographies aériennes. Romuald Vissot pour plus de détails. Officiellement, le ministre béninois du Cadre de vie et du Développement durable reçoit les disques durs sur lesquels sont stockées près de 16 000 photographies aériennes prises avec des avions spécialisés. Une opération réalisée par Hygiène France Internationale sous la houlette du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Ces données numériques de dernière génération permettent de planifier l'occupation du territoire béninois. Les données photographiques numériques actualisées de haute résolution pourront, de notre connaissance, servir de base d'informations sur l'état actuel d'occupation de l'espace national et des terroirs communaux, d'outils de planification et de gestion des questions urbaines, domaniales, sécuritaires, de limites frontalières internes et avec les pays voisins, mais également aussi instruments d'affirmation de souveraineté. La disponibilité des photographies aériennes facilitant donc une bonne cartographie et une solide base cadastrale au Bénin a été possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Elle a déboursé près de 5,4 milliards de francs CFA pour la réalisation des travaux. Les Européens se félicitent d'aider le Bénin à être l'un des premiers pays de la sous-région ouest-africaine à se doter d'un outil aussi moderne. Même pas un mètre carré du territoire n'est pas photographié. C'est déjà un bon résultat. Ce produit ne doit pas rester ici enfermé dans une salle, il doit être exploité et surtout diffusé. Cela fait environ 7 ans que le ministre du Cadre de vie du Développement durable a sollicité les partenaires techniques et financiers pour l'actualisation de la cartographie béninoise. Avec la remise des premiers livrables, l'autorité prend des engagements. L'innovation cette fois-ci, c'est effectivement cet accès, cette popularisation de l'information géographique, de l'information cartographique à travers un portail Internet où on peut accéder à l'information numérique. Je prends l'engagement de veiller à ce que ce projet contribue effectivement à relever les grands défis de notre pays en ce qui concerne la lutte contre les inondations et autres catastrophes par un système d'alerte précoce qui sera désormais basé sur cet important outil. Ces photographies aériennes permettront à l'IGN Bénin, l'Institut de géographie nationale, d'être beaucoup plus précis dans ses travaux cartographiques. En Côte d'Ivoire, au terme de leur 9e conférence panafricaine, les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se sont engagées à s'investir davantage en Afrique, notamment par le renforcement de leurs capacités. Elles ont aussi insisté sur la nécessaire résilience des communautés pour l'optimisation de leur mission de terrain. Les 54 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se sont déterminées, au terme de la 9e conférence panafricaine d'Abidjan, de poursuivre la mission positive de leur fédération en prenant le ferme engagement d'investir en Afrique à travers leurs actions de terrain, d'information et de sensibilisation auprès des communautés. Pour ces volontaires, hauts patrons et collaborateurs, travaillant dans l'humanitaire, après 3 jours de réflexion, ils urgent d'optimiser la résilience des populations vulnérables, les capacités en matière de leadership, mais aussi de créer et de maintenir
des partenariats divers en vue d'améliorer les programmes factuels. Les recommandations ont également privilégié le rôle d'auxiliaire public à tout niveau et la jeunesse fera son entrée dans le Haut Conseil de l'organisation. La présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Souare Kone Karigata, s'est félicitée mercredi dernier du renforcement du rôle d'auxiliaire de la structure auprès des pouvoirs publics. Il faut continuer le plaidoyer auprès de la population, auprès des autorités, pour réellement capitaliser les acquis de cette 9e panafricaine. Au niveau des communautés, ces volontaires sont en mesure de nous dire qu'est-ce qui se passe à chaque instant au niveau de chaque partie de nos pays, l'information instantanée qui nous permet d'agir en temps voulu et en tout lieu. C'est ça la valeur ajoutée des Croix-Rouges. Et nous n'agissons pas simplement sur des questions de santé, nous travaillons sur tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, nous travaillons sur tout ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement, sur tout ce qui a trait à la mise à disposition d'habitats sûrs, mais pour aussi toutes les questions de promotion de la paix, de la sécurité et de la culture de cohésion nationale. Au cours de cette réunion statutaire, il a aussi été question de solutions à apporter à l'insécurité alimentaire qui règne dans certaines parties du continent africain. Fatoumata Nafo Traoré, directrice de la région Afrique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, insista notamment dans le combat contre la famine sur la mobilisation des ressources intérieures, le dialogue politique avec les gouvernements au niveau des pays. Et le vice-président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Dr Abbas Guletz, d'inviter les travailleurs à faire bon usage des technologies modernes pour juguler les crises humanitaires par la sensibilisation des populations sur le changement climatique et anticiper d'éventuelles catastrophes avant d'exhorter gouvernants, donateurs et partenaires à privilégier l'investissement dans les interventions en vue de mettre un terme définitif à l'insécurité alimentaire dans des zones du continent africain. Restons dans le pays, direction le 4e sommet en Côte d'Ivoire des think tanks d'Afrique. Jeudi, ils ont décidé de mettre la priorité sur l'industrialisation et la lutte contre le chômage des jeunes, notamment grâce au partage fructueux d'expériences, de connaissances et de pratiques réussies. Reportage. L'industrialisation de l'Afrique a fait l'objet de travaux poussés au 4e sommet des think tanks du continent dans la capitale économique ivoirienne. Organisé par l'ACBF, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, en partenariat avec le gouvernement ivoirien et la CAPEC, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, cette réunion visait à élaborer une feuille de route pour l'établissement et le maintien des relations de coopération et des partenariats au niveau national, régional et international, en mettant l'accent sur des efforts concertés et efficaces en vue de promouvoir l'industrialisation et combattre le chômage des jeunes en Afrique et appuyer de manière proactive la mise en œuvre des agendas 2063 de l'UIA, l'Union africaine, et 2030 de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. L'industrialisation est très importante pour le développement économique et social en Afrique parce que sans industrialisation, on ne pourrait pas réduire la pauvreté, on ne pourrait pas créer des emplois décents pour les jeunes, on ne pourrait pas avoir un taux de croissance économique assez élevé, n'est-ce pas, pour promouvoir le développement durable, le développement soutenu. Ce sommet a planché par ailleurs sur des domaines spécifiques dans lesquels les think tanks amèneront les décideurs politiques et le secteur privé à s'engager dans l'industrie et la lutte contre le chômage des jeunes. Le thème général revêt une importance dans le processus de développement de l'Afrique, notamment son développement industriel. Le choix de cette thématique répond donc à la nécessité d'une mise en œuvre urgente par les États de l'aspiration numéro 1 de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'objectif numéro 9 de l'agenda 2030 des Nations Unies afin d'accélérer la transformation structurelle des économies africaines. Le 5e axe de l'aspiration numéro 1 de l'agenda 2063 stipule que les économies seront structurellement transformées pour créer une croissance partagée et des emplois décents pour tous. Quant à l'objectif 9 de l'agenda 2030, il affirme la nécessité de bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation.
Dans la continuité des précédentes rencontres au Zimbabwe, en Éthiopie et en Afrique du Sud, celle de la Côte d'Ivoire a été, selon les initiateurs, une nette occasion d'échange d'idées, de connaissances, d'expériences et de pratiques réussies sur l'industrialisation efficace. En Zambie, après l'arrestation mardi de l'opposant Hakainde Hichilema, le porte-parole de son parti Uni pour le développement national s'est exprimé jeudi. Selon lui, le chef de l'UNPD est empêché de voir ses avocats dans la prison où il est détenu. Que ce soit en dehors ou plus tard pendant les heures de visite, les avocats de l'opposant se sont vus refuser l'accès aux prisonniers jeudi. HH, comme on le surnomme en Zambie, doit comparaître devant un tribunal mardi prochain pour contester la légalité de son incarcération. Le chef de l'opposition est poursuivi avec 5 autres militants de son parti pour trahison, refus d'obtempérer à une injonction policière et insulte. Un convoi de véhicules de l'UNPD avait récemment bloqué le passage de la caravane présidentielle. Pour le numéro 2 de l'UNPD, qui demande la libération de leur leader, les sympathisants de M. Hichilema doivent avant tout garder leur calme. En tant qu'UPND, nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de notre président Hakainde Hichilema car il n'a commis aucune infraction. Restons calmes. Je veux vous dire pourquoi j'ai dit cela. J'ai dit cela car il ne faut pas tomber dans leur piège. Vous savez ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent déclarer l'état d'urgence. Vous me comprenez à présent ? C'est ce qu'ils veulent. Alors restons calmes, nous savons ce que nous faisons. Nous avons constitué une équipe juridique très forte et dynamique. 20 avocats qui représenteront notre président. Donc mardi, je vous prie de venir devant les tribunaux et de soutenir le président. Nouveau naufrage au large des côtes libyennes. Ce sont cette fois-ci au moins 97 migrants qui sont portés disparus suite au chavirage de leur embarcation jeudi. 15 femmes et 5 enfants comptent parmi eux. Le chiffre a été communiqué par la vingtaine de rescapés du drame. Ces personnes de différentes nationalités africaines ont été secourues à un peu moins de 10 km au large de Tripoli par des gardes-côtes libyens. Selon la marine locale, même si aucun corps n'a pu être repêché dans l'immédiat, les mauvaises conditions climatiques laissent à supposer que les disparus sont probablement morts. L'embarcation n'était pas assez solide et elle a coulé. 23 membres ont été sauvés et emmenés à la base des gardes-côtes. L'autre embarcation n'a pas été retrouvée et je pense qu'elle se dirigeait vers la côte. À fin mars et depuis le début de l'année 2017, l'Organisation internationale pour les migrations affirme que ce sont au moins 590 migrants qui sont morts ou portés disparus au large de la Libye. Le calvaire ne s'arrête pas là. Pour les prétendants à l'exil qui continuent de rejoindre la Libye, il faut encore survivre aux mauvais traitements infligés par de nombreux passeurs peu scrupuleux. Des migrants ont rapporté à l'OIM l'existence d'un véritable marché aux esclaves. Dans le sud de la Libye, à Saba notamment, ils seraient nombreux à être vendus et parfois même revendus par des miliciens ou par des contrebandiers sur des parkings. La situation est particulièrement alarmante pour les femmes et les enfants soumis à une exploitation sexuelle ou à de la prostitution forcée. Certaines victimes sont aussi contraintes à appeler leurs proches à qui une rançon est demandée contre leur libération. Dernière visite officielle à l'étranger pour le ministre français de la Défense avant l'élection présidentielle du 23 avril. Jean-Yves Le Drian était en Tunisie jeudi. Au centre de ce déplacement, les intérêts communs de sécurité entre son pays et la Tunisie. Pendant sa visite tunisienne, M. Le Drian a rencontré le Premier ministre Youssef Chahed ainsi que son homologue, le ministre de la Défense tunisien Farhat Orshani. Il a aussi visité des militaires français dans le pays. Après un entretien avec le président Béji Caïd Essebsi, M. Le Drian s'est exprimé en conférence de presse. Il a tenu à saluer la force de la démocratie tunisienne dans sa lutte pour le retour de sa croissance et donc aussi pour son combat contre l'insécurité. La situation de la crise dans la Libye voisine a également été évoquée. Chacun sait qu'il n'y aura pas de réponse militaire à la situation en Libye, mais qu'il n'y aura qu'une réponse politique. Des initiatives sont prises par le président Essebsi en particulier, et il est très souhaitable qu'elles puissent aboutir. En tout cas, la France les appuiera. Nous avons aussi pu apprécier la force de la démocratie tunisienne, confrontée à la fois au risque de sécurité et aussi à la nécessité d'une reprise de la croissance, tout en garantissant les libertés. Je trouve que c'est la dernière visite officielle que j'effectue comme ministre de la Défense, et je suis très heureux qu'elle puisse se dérouler ici
en Tunisie. Toujours en Tunisie, cela fait une semaine maintenant que le zoo du Belvédère a rouvert à Tunis. C'est la mort d'un crocodile suite à des jets de pierre acharnés de visiteurs le 28 février qui avaient mis la lumière sur ce parc animalier. Au-delà de la brutalité directe envers les animaux, l'incivisme des visiteurs était pointé du doigt depuis déjà plusieurs années. Le parc, construit entre 1897 et 1910, est devenu un des symboles du laisser-aller des citoyens. Avant son relooking, les allées du Belvédère étaient régulièrement jonchées de déchets et les promeneurs n'hésitaient pas non plus à franchir les grilles des enclos, comme dans cette vidéo filmée le jour du lynchage du crocodile et qui montre même des jeunes faire du rodéo sur le dos d'un rhinocéros. Depuis sa réouverture au public le 7 avril, après un mois de travaux de réaménagement, plusieurs mesures ont donc été prises. Par exemple, le renforcement des équipes de gardiennage et de sécurité, l'interdiction des sacs en plastique dans le parc, le renouvellement des barrières ou encore l'installation de caméras de surveillance. J'ai décidé, avec bien sûr la municipalité de Tunis, de fermer le zoo pendant une période pour le réhabiliter, bien sûr pour réhabiliter la réhabilitation d'urgence, quelques travaux d'urgence. Donc on a fermé pendant un mois. Honnêtement, je suis revenu dernièrement pour la réouverture. J'étais agréablement surpris par les travaux qui ont été faits rapidement en un mois. Il y a eu pendant une période après la Révolution, comme dans tout le pays, un certain relâchement. Donc le public, il a pris ça pour la facilité et il a pris ça comme ça pour l'absence de loi. Donc le zoo, on a pas mal de comportements étrangers à un zoo. Le visiteur commence à se rendre compte, de bien protéger cet espace et même le comportement petit à petit change. Cela a été bien fait. Nous pouvons dire que c'est plus propre. Il n'y a plus de saleté sur le sol. Si les parents ne s'occupent pas des enfants, ils laissent leurs déchets n'importe où. Les bouteilles d'eau, les épluchures, de légumes, les aliments, etc., etc. Maintenant, c'est plus propre. Vous pouvez voir que les gestionnaires du zoo s'en occupent mieux. Maintenant, lorsque vous achetez votre ticket, vous comprenez pourquoi. Les trésors de l'islam en Afrique sont dévoilés au public dans la capitale française, Paris. À partir de ce 14 avril et jusqu'au 30 juillet, l'Institut du monde arabe met à l'honneur les sociétés fortes de 13 siècles d'échanges culturels et spirituels avec le Maghreb et le Moyen-Orient. De Dakar à Zanzibar, de Tombouctou à Harar et même jusqu'au Kenya, 1100 mètres carrés sont mis à disposition pour montrer 300 œuvres, symbole de la richesse artistique et culturelle de la pratique de l'islam en Afrique subsaharienne. C'est aux côtés de 3 présidents ouest-africains que le président français François Hollande a inauguré l'exposition la veille de son ouverture. Il était accompagné de ceux qu'il nomme ses amis, les présidents mauritaniens Mohamed Ould Abdelaziz, malien Ibrahim Boubacar Keïta et burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Pour M. Kaboré, l'exposition montre que l'islam est une religion de tolérance. Quant au président malien, il a particulièrement apprécié l'hommage rendu à la ville séculaire de Tombouctou, avec une dizaine de manuscrits jamais encore dévoilés. Et de bien belles images de notre bureau en France par Cathy Crucy et Olivier Hénogo. De bien belles images de notre bureau en France par Cathy Crucy et Olivier Hénogo. Cela fait 100 ans, en ce mois d'avril 2017, que près de 6000 de ceux que l'on appelle des tirailleurs sénégalais ont perdu la vie dans la bataille du Chemin des Dames dans le département français de l'Aisne. S'ils ont longtemps été qualifiés par erreur partielle de Sénégalais, ces soldats recrutés pour combattre pour la France venaient en fait de plusieurs anciens territoires français d'Afrique subsaharienne, majoritairement des pays actuels du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Considérés pendant les indépendances comme des collaborateurs de l'État colonial, les tirailleurs voient désormais leur image réhabilitée. Depuis les années 2000, les Africains ont commencé à se réapproprier leur histoire. Au Sénégal, par exemple, le musée des Forces armées de Dakar consacre plusieurs sections aux tirailleurs. Et même en France, un mémorial a été érigé en 2007 à Laon, près du Chemin des Dames. Et du cyclisme pour refermer ce journal. Nous poursuivons notre tour du Togo sur 2 roues grâce à notre reporter sur place Noël Tadénion. Aujourd'hui, la 4e étape de la compétition internationale était courue entre les villes de Kara et de Tchamba sur 108 km. L'épreuve a été remportée par le Belge Sepp Wangeloue. Il s'est imposé au sprint final devant le Togolais Abdouraouf Akanga en 2 heures, 53 minutes et 16 secondes. Cette étape a été ponctuée de nombreuses montées. Cela n'a pas été facile donc pour les 69 cyclistes qui ont pris le départ à Kara.
Arrivé en 6e position lors de cette 4e étape, l'Ivoirien Isiaka Cissé conserve le maillot jaune de leader avec un temps total de 10h38 minutes et 35 secondes pour une distance de 411,60 km parcourus. Je vous propose d'écouter ces réactions des deux premiers de cette 4e étape. Oui, je suis très content et les premières 3 étapes c'est très dur parce que la chaleur est très chaude. Et hier, je suis le dernier et je suis totalement vert total. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai les jambes très, très, très bonnes et l'équipe travaille très bien et ça, c'est fantastique. Oui, très fantastique. C'était un sprint serré. J'étais parti à 1 km de l'arrivée seul. Donc, j'étais sorti du peloton et je ne savais pas que le Néerlandais était dans ma roue. Donc quand je l'avais vu, c'était à, je pense, 100 mètres de l'arrivée. C'était trop tard. J'étais à bloc, je ne pouvais plus rien faire. Donc je ne pouvais que me contenter de la 2e place, malheureusement. Est-ce qu'il a manqué de communication entre vous sur le tour, sur cette 4 trucs? Bon, communication, je dirais, on a été 4 Togolais dans le peloton après la faille d'Aledjo. Et moi, je profite de l'occasion pour vraiment féliciter mes coéquipiers. Walter Mensah, Nyozige Karim et Hamza Assoumani. C'est vrai, je dois être honnête, c'est un calibre, c'est un autre niveau, ce Tour du Togo, le niveau est très élevé. Les gars, ils n'étaient pas au niveau, mais ils se sont sacrifiés, ils ont tout fait pour moi. Quand je leur ai fait appel, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Hamza Assoumani était le dernier qui était avec moi, malheureusement. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je le dis encore, c'est un niveau très élevé. J'ai manqué de coéquipiers, ça il faut le dire. C'est ça, les gars ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. La justice a statué dans le procès ivoirien dit des disparus du Novotel. Les principaux responsables ont écopé de peines allant de 6 ans à 20 ans de prison. Au Nigeria, cela fait 3 ans que des islamistes de Boko Haram ont enlevé 276 filles à Chibok. Le président Buhari continue de négocier pour libérer les 197 captives restantes. Et enfin, l'Organisation internationale pour les migrations dénonce les passeurs libyens qui vendent des Africains prétendant à l'exil sur les marchés aux esclaves. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous samedi pour votre revue africaine de la semaine. Bonne suite de programme sur Vox Africa.